Il était une fois un prodigieux hymne à la joie. Il était tellement beau qu'il s'en fut de par le vaste monde pour fendre tous les vils casseurs de lune et tous les redoutables tueurs d'étoiles. Et c'est ainsi que naquit la grande légende du Cantique des Plaines, au cœur même de l'American Vertigo. Voilà qui s'apparente, il faut bien le dire, à un insolite complot qu'on s'empressa de cacher soigneusement dans l'insondable abîme du temps. Et à cet égard, c'est au Café Robinson que se tenait hebdomadairement un colloque clandestin, très collet-monté, et qui traitait des entretiens de Confucius. Et parmi les participants, on notait la présence de quelques invités de marque arrivés directement de Londres sur un vol de nuit. Ainsi le couple Arnolfini, à l'allure, ma foi, très Renaissance, et dans un angle obscur, Macbeth devisant sobrement avec le chancelier impérial de l'Allemagne, Otto von Bismarck. On sentait bien qu'ils se vouaient mutuellement une sympathie éminemment palpable. D'aucuns prétendent qu'Ulysse y avait été aperçu, bavardant avec les frères Karamazov. Mais il n'en est rien, simple bobard. Autant en emporte le vent, me dis-je. Mais voilà-t-il pas que Jacques, le fataliste, verset satanique en main, fit soudainement irruption, haranguant tout ce beau monde par devers la naissance de la tragédie, provoquant ainsi tout un puissant facteur émotif. J'en ris encore de les voir tous se balloter de la détresse à l'enchantement. Toutefois, quand le dit Jacques le fataliste en vint à s'épancher sur les mémoires de ces putains tristes, alors là, aïe aïe aïe, que de bruit et de fureur! Et c'est exactement là qu'il eût fallu que l'on reçusse le fameux rapport de Brodet concernant la situation alarmante dans l'île mystérieuse où, paraît-il, un certain Zarathustra, un peu idiot apparemment, s'était mis à la recherche du temps perdu, psalmodiant, qui voulait bien l'entendre, tous ces si sinistres syllogismes de l'amertume. Juché qu'il était sur une plateforme, ma foi, quelque peu bringue-ballante, et c'est aux grands dents du prophète halluciné que la dite plateforme finit par s'écrouler sous un excès de gesticulation intempestive, dans un tonnerre d'hilarité générale. Enfin bref. Pour calmer le jeu, on distribua à la cantonade quelques cigares du pharaon. Une jeune fille à la perle nous offrit gracieusement quelques boissons roboratives, tout en nous laissant indolemment rêver au doux plaisir de soupirer à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Certes, il ne faudrait plus passer sous silence cette redoutable conspiration des ténèbres. Et ici, bien sûr, je pense au sinistre docteur Faustus, précurseur d'un certain Boileau, ministre de son État, qui, tel un diable au paradis, connaissait parfaitement tous les soporifiques rouages d'une saison en enfer. Voilà qui augurait plutôt mal au départ d'un très long voyage au bout de la nuit. Mais voilà-t-il pas que la cantatrice chauve, à l'époque très portée sur les doux plaisirs de la mélancolie, s'était contre toute attente à coquiner avec les demoiselles d'Avignon, dans le but inavoué d'ourdir une contre-attaque foudroyante lors de leur dernière ronde de nuit dans l'empire des illusions. Et tout ça était codé, à leur insu, évidemment. Mais, chut, ne pas ébruiter. Nom de code, Da Vinci. Et étonnamment, voilà pourquoi on entendait très distinctement le Kyrie de la messe en si de Bach, avec la participation exceptionnelle de l'éminent quatuor d'Alexandrie. Or, loin de toutes ces considérations extravagantes et face à leur extrême difficulté d'être, il n'en fallait pas plus pour que les gens de Dublin, exaltés qu'ils étaient par l'irrésistible éveil de Finnegan, formèrent spontanément le premier cercle de pouvoir et furent dès lors rapidement confrontés à plein de petites bagatelles pour un massacre, laissant tels des barbares fantoches tout le zoo humain aller choir dans le monde selon Garp. Étrange comme tout cela évoque pour moi Guernica et le crépuscule des dieux, crime et châtiment finalement.
Sauf qu'une fois rendu là, on est fin prêt pour la grande fête de l'insignifiance. Ah, cette divine comédie aux 1000 visages de la bêtise n'aura jamais de cesse de m'étonner. En revanche, ce n'est que dimanche, après la guerre, qu'on put réentendre les corrosifs chants de Maldoror, alors que la promesse de l'aube faisait la juste part entre démons et merveilles qui déjà allaient gambadant joyeusement dans le matin des magiciens, telle de nouvelles nourritures terrestres. Et c'est sur la mer de la tranquillité que moi, oui, moi, à titre d'homme repaillé, qu'il me fut loisible de faire l'éloge de l'infini par-devers l'évolution créatrice du singe nu. Et ici, comment ne pas évoquer l'immense poème de l'Iliade et l'Odyssée? C'est ainsi que s'impose alors à moi mon petit traité de désinvolture qui fait, entre autres, l'apologie du bon usage de l'ivresse, ainsi que l'art maintenant perdu de ne rien faire. Car on pouvait jadis y subodorer toute la puissance, ô combien discrète, du hasard. Et pendant ce temps, alors que je feuilletais négligemment mes petites histoires d'eau, remonte en moi la rocambolesque épopée des 7 boules de cristal, qui tire son étrange origine dans de bien tristes tropiques, alors que Rackham le Rouge lui-même écumait les 7 mers du monde, à la recherche ne serait-ce que d'un fragment du secret de la licorne. Mais quelle ne fut pas ma stupéfaction d'apprendre par le biais d'un très ancien grimoire qu'il était entré en contact avec d'énigmatiques voyageurs du temps, qui lui firent entrevoir tout le gai savoir lié au cristal et à la chimère, ainsi que tout l'inconvénient d'être né en regard au puissant choc du futur. Et c'est confronté à cette si sinistre fatalité que représente l'insoutenable légèreté de l'être, que je ne pus que me plonger dans les délicieux contes d'Alice au pays des merveilles, au cœur même de toutes les légendes qui hantent la grande nuit américaine. Concomitant à cela, me revoilà sur la route, direction Berlin Café, la mort dans l'âme, car je songe à l'angoisse du roi Salomon, pour qui les femmes savantes représentaient une contradiction dans les termes, un genre d'oxymore aussi absurde que de concevoir la montagne Sainte-Victoire, engloutie par 20 000 lieues sous les mers. Toujours est-il que chemin faisant, dans cette même grande nuit américaine, je rencontrai fort opportunément le petit prince, qui m'initia à tout le go à l'envoûtant monde de Sophie, par-devers l'étonnant livre des leurs. Et puis, un peu comme par hasard, mes pas m'amenèrent du côté de chez Swann, où j'eus la chance exceptionnelle de croiser Madame Bovary, et qui se révéla d'une amabilité plus que somptueuse. Aussi m'invita-t-elle dans son petit pavillon très personnel. Parfum, mousseline, falbala et alcool fin. Voilà une initiation qui s'avéra, ma foi, fort panachée. Et c'est ainsi qu'il me fut loisible de connaître toute la fascinante beauté des fleurs du mal. Comme tendre est la nuit, dut-elle s'être dit. Bien évidemment que je me sentais l'âme comme un cochon de vieux qui lisait des romans d'amour, et c'est le cœur comme dans une fête à Venise que je fantasmais un très romantique déjeuner sur l'herbe en compagnie de la divine Olympia, quoique l'énigmatique Nadja, avec son espiègle petit air breton, ou encore la voluptueuse Nana, intarissable qu'elle était par-devers son Émile de père. Ou mieux encore, la perverse petite Lolita, qui n'avait qu'une idée en tête, tromper son cher Vladimir. Ah, chacune d'elles aurait très bien pu faire l'affaire. Mais les choses étant ce qu'elles sont, rapidement mon cœur s'assombrit. Je sentais comme une petite nausée m'envahir, un peu comme un piteux général dans son labyrinthe. « Me voilà dans de baudre » me dis-je quelque peu déconcerté.
Et c'est avec grande nostalgie que je me remémorais mes jours tranquilles à Clichy, où sous le bruit de la neige, je pouvais me plonger dans mes poèmes de la main gauche, voire même dans les voluptueuses illuminations du Cantique des Cantiques. Toujours est-il que dans mon fort intérieur, je savourais déjà le goût amer des raisins de la colère. Et puis, revenant brusquement à la réalité, il fallait bien, en attendant les barbares, retrouver mes précieux buveurs de lune, sans lesquels l'écume des jours nous entraîne fatalement à l'hiver de force, et où Don Quichotte lui-même devient l'ardent défenseur de l'éloge de la fuite. Ou n'était-ce pas plutôt l'éloge de la folie? Et ces poèmes à loup en poche, et n'écoutant que mon courage indomptable, que je m'enfonce dans les îles de la nuit, fermement décidé à percer le fascinant mystère de l'ombre jaune, le dit mystère étant lié apparemment à la non moins ténébreuse affaire du meurtre dans l'Orient Express. Prends garde à la douceur des choses, me dis-je sotto voce, alors que s'élève dans l'air la grande symphonie pastorale. Ici, clin d'œil à Ludwig, celle-là même qui déploie la voix royale au loup des steppes que je suis, et où le maître des illusions, grand prêtre au lotus bleu, bien à l'abri à l'ombre du vent, me conduit au-delà du fleuve et sous les arbres, exactement là où chaque année est convoquée la Société des poètes disparus. Et là, forcément, si vous avez l'âme haricot, ça va pas arranger les choses, comme disait Céline. Seulement voilà, soyez assurés qu'en dépit de l'anesthésiant cauchemar climatisé, en dépit des stériles dialogues en ruine de nos âmes mortes et en dépit du terrible livre de l'intranquillité, tout surviendra par le biais d'un huis clos absolu, et l'œuvre au noir s'éploiera dans la grande pastorale américaine, où le jour le plus long adviendra comme au temps du fleuve Amour, et où même Ilona, qui venait avec la pluie, s'amènera les bras chargés de somptueuses roses blanches d'Atacama, mettant ainsi fin à 100 ans de solitude. Et là, merde, les Cosaques, qui à l'époque se baladaient d'un château à l'autre dans les grandes steppes du Nord, m'avaient pourtant bien averti. Tout verras, le train sifflera 3 fois. Oh là là, midi, déjà midi, et moi qui devrais déjà être de retour de mon voyage à Ixclan, au lieu de traînasser ici dans ce minable pavillon des cancéreux. Or, d'aucuns disent que le roi se meurt, tout en brandissant bien haut le discours de la méthode. Et pendant ce temps, Ali Baba et ses 40 voleurs sont désespérément en quête de la rarissime lampe d'Aladin, et que la vallée des avalés inconsolable pleure encore son prince foudroyé, mystérieusement embringué dans une bizarre affaire de mort à crédit. Et si c'était vrai que sur cette terre des hommes, les saisons de la nuit ne seraient en définitive qu'une simple route vers notre exil intérieur, et que l'étranger, venu de la montagne magique, et survivant in extremis de l'horrible casse-pipe, s'avéra être le trop peu connu vicomte de Bragelonne, et que maître Renard avec maître Corbeau n'ont de cesse de ricaner tous leurs sous par-devers cette inénarrable comédie humaine. Et dans cette guerre des mondes, comment arrive-t-on à départager l'être et le néant? Car la peste, oui monsieur, l'effroyable peste, tel un chien de l'enfer, forcera toujours le choix de Sophie. Et même si le nom de la rose évoque encore les vertes collines d'Afrique, il n'en demeure pas moins que Pantagruel et Gargantua
se paieront toujours tout un rigodon dans les neiges du Kilimandjaro. Seulement voilà, ne sommes-nous pas dans l'année du tigre? Et n'est-il pas avéré qu'Hamlet avait ses accointances avec les trois mousquetaires, qui lui avaient révélé le secret de l'étrange séquence de Fibonacci et de son nombre d'or? Concomitant à cela, je note dans mon manifeste conspirationniste, lequel manifeste s'apparente d'ailleurs étonnamment au manifeste du surréalisme, qu'une journée dans la vie d'Ivan Denisovitch nous rappelle amèrement qu'un loup est un loup et que les bienveillantes présidaient au destin tragique des sorcières de Salem. Il nous faudrait donc une nouvelle école du mystère pour mener à bien une nouvelle guerre du goût et assurer la pérennité du testament français. Et puis, tant qu'à faire, et puis zut, je retourne à mon carnet de nuit, autant dire à mon journal de bord. Voilà ce que j'y cherchais, ma liste de lectures à venir. Bien, tiens, un Flaubert, Salammbô, un Shakespeare en langue d'origine, Le Marchand de Venise. Mais où ai-je bien pu le fourrer? Et je note. Demandez à Mikhail Biankovitch s'il en a terminé. Ensuite, ce Verlaine, poème saturnien. Pas sûr. Un Céline, Guignol's Band, édition originale, autographiée, 1944. Wow! Mais n'avais-je point un Philippe Solers? Bon, mais voilà-t-il pas qu'un impudent de la pire espèce vient me chuchoter à l'oreille? Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Merde! Heureusement, le soleil se lève aussi. Mais encore faudrait-il savoir pour qui sonne le glas. Humain, trop humain, peut-être. Un peu d'herbe du diable et sa petite fumée. Et ces visages appuyés contre le monde que j'observe. Féerie pour une autre fois, non? Et tant qu'à faire, le paradis, juste un peu plus loin. Sûrement, enfin, peut-être, qui peut dire? Ce besoin de mirage pour la bête qui meurt. Allez, santé à vous tous, ma gang d'allumés. Ciora est tombée dans l'oubli. Pourquoi? Tu parles de Céline. Ouais. Tu parles de Verlaine. Tu parles avec Céline, tu parlais de qui? Verlaine, Salammbô, Flaubert. Là, je cherche un Shakespeare, que c'est toi que j'ai prêté, puis tu me l'as pas. Oui, j'ai dit. Et ensuite, un Shakespeare, Le Marchand de Venise. Je note. Oui, je peux le fourrer. J'en parle à Mikhail Biankovitch. T'as pas comme ça? Moi, je figure que toi, tu lis du Shakespeare en langue d'origine.